Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur openboxtv.fr, la chaîne d'Alain Juillet, qui aujourd'hui, mon cher Alain, vous allez nous parler, je crois, d'un sujet très très important. C'est un sujet dont tout le monde parle, Claude, puisqu'on va parler aujourd'hui du problème des énergies, c'est-à-dire la guerre en Ukraine et ses conséquences au niveau de l'énergie. Alors il y a le gaz, il y a plein de choses, et aussi bien au niveau européen d'ailleurs, qu'on évoquera sans doute dans la discussion aussi les côtés internationaux, les aspects internationaux. Et pour ça, j'ai invité certainement, si ce n'est le meilleur ou un des meilleurs experts français de la question, mon ami Jérôme Ferrier, qui est le président d'honneur de l'Association internationale du gaz, après avoir été un cadre éminent du groupe Total. Je pense que nous avons effectivement, c'est clair, en Europe, de grandes variétés entre les uns et les autres. La France s'étant beaucoup appuyée sur le nucléaire, et l'Allemagne, qui est exactement à l'opposé dans les grands pays d'Europe, ayant, sous Mme Merkel, développé une stratégie qui est très claire, mais qu'on n'a pas souvent comprise, en France en tout cas, alors que pourtant elle était visuellement une évidence. Mme Merkel avait choisi que les énergies viendraient de Russie, donc c'était le côté vers les Russes, que sur le domaine de la défense, elle s'appuierait sur l'OTAN et donc sur les Américains, et que pour l'économique, elle s'appuierait sur la Chine parce que c'était la puissance montante. Et tous les accords qui ont été faits par Mme Merkel ont tous été dans ce cadre-là. Alors évidemment, on a le fameux Nord Stream 2 qui a été une opposition, créé un foyer d'opposition avec les Américains qui n'en voulaient pas du tout. On peut d'ailleurs, en vous écoutant, se demander si une des raisons pour lesquelles les Américains ne voulaient pas le Nord Stream 2, c'est parce qu'ils espéraient que le gaz ukrainien pourrait être exploité, partirait vers l'Allemagne et que ça permettrait à ce moment-là aux Ukrainiens d'avoir des royalties très importantes qui, évidemment, auraient contribué au développement économique de l'Ukraine, qui, je vous le rappelle, depuis 2014 est soutenu financièrement par les Américains. Il ne faut pas l'oublier, depuis la place Maïdan, l'affaire de la place Maïdan, les Américains ont surinvesti en Ukraine, comme vous savez. Donc, ça, c'est la base de départ, si vous voulez. Mais je crois que derrière, il faut bien comprendre aussi tout ce qui est les tenants et les aboutissants du gaz. Et la première question que je voulais poser à Jérôme Ferrier, c'était: est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus clairement les différents types de gaz? Parce que quand on parle, pour les auditeurs, de gaz GNL, liquéfié, à la fin, les gens sont un peu perdus. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par la base. Très bonne idée, Alain. Gaz naturel liquéfié, gaz de schiste, c'est la même chose. C'est du méthane. Simplement, il est, dans le cas du gaz naturel liquéfié, transformé par une liquéfaction à moins 162 degrés, ce qui permet de le transporter par des navires qui s'appellent des méthaniers, dans des conditions intéressantes, puisque 1 mètre cube de gaz naturel liquéfié égale 600 mètres cubes de gaz. Donc c'est une forme de compression, mais c'est encore plus que de la compression. Cette liquéfaction permet de concentrer sur un navire à méthanier des quantités considérables de gaz pour pouvoir l'expédier sur de très longues distances. Le gaz de schiste, c'est un type de gisement différent d'un gisement traditionnel, puisque là, tu es dans une matrice de production qui nécessite une fracturation lourde avec une consommation d'eau importante pour pouvoir mettre ce gaz en production. Mais tout ceci, ça a comme fin d'aboutir à du méthane. Alors justement, qu'on parle beaucoup du remplacement du gaz qui arrive par les pipes, par le Nord Stream et les autres d'ailleurs, parce qu'il y a plein de tubes qui emmènent du gaz depuis la Russie vers l'Europe, et en particulier vers l'Allemagne. En ce qui concerne le gaz liquéfié, les fameux méthaniers et les bateaux, par contre, il faut des stations pour accueillir. Comment on fait quand le bateau il arrive? Il faut le décharger. Comment ça se passe? Alors, il faut 2 stations. Il en faut une au départ. C'est une usine de liquéfaction avec un terminal qui charge le gaz liquéfié. Et puis, il en faut un à l'arrivée. C'est un terminal de regazéification pour regazéifier ce gaz naturel qui est liquide et le remettre dans les tuyaux. C'est pour ça que c'est une chaîne qui est lourde et qui est capitalistique. Juste une question pour aller toujours dans ce sens-là.
Combien de temps il faut pour construire une usine de stockage ou de transformation de ton gaz liquéfié à l'arrivée? Parce qu'on nous parle maintenant qu'on va remplacer le gaz russe par le gaz américain, mais combien de temps il faut pour faire une installation? C'est très rapide ou c'est... 4 ans pour faire une usine de liquéfaction, 2 ans pour faire un terminal de regasification, et encore, si on a toutes les procédures administratives, donc à partir du moment où les autorisations sont données. Donc on voit qu'on est sur du temps long, mais un gazoduc, c'est à peu près équivalent. Oui, bien sûr. Mais quand on nous dit aujourd'hui qu'on va remplacer le gaz russe, par exemple, on dit, ça y est, on va remplacer le gaz russe par du gaz américain, bon, a priori, avant qu'on ait construit les terminaux, il faudra du temps. Et pendant ce temps-là, le système va continuer comme aujourd'hui. Alors, il faut relativiser ce qui se dit là-dessus, parce que les États-Unis sont redevenus exportateurs de gaz grâce à la production de gaz de schiste. Ils ont donc une capacité de venir sur des marchés là où ils étaient essentiellement importateurs. Ils l'ont été pendant de nombreuses années. Ils disposent donc aujourd'hui de terminaux de liquéfaction qui leur donnent la possibilité d'exporter vers des régions du monde qui les intéressent. Et inversement, on dispose en Europe de terminaux de regasification en quantité significative, parce que là, les Européens, à l'exception de l'Allemagne, mais j'y reviendrai un instant, ont tous joué la carte de la liquéfaction du gaz et du GNL, parce que ça te donne une souplesse en termes d'approvisionnement et surtout une diversification de tes sources. La France, en la matière, est bien pourvue, mais l'Espagne l'est aussi, et on s'aperçoit que le seul pays d'Europe qui a une façade maritime et qui n'a pas développé de terminal de regasification, c'est l'Allemagne. Pourquoi elle ne l'a pas développé alors que c'est le premier pays consommateur d'Europe? Pourquoi? Parce que dans ses négociations avec la Russie s'est montrée suffisamment bonne négociatrice, persuasive, pour les convaincre qu'ils seraient en mesure de leur approvisionner les quantités dont ils auraient besoin à des coûts intéressants, et en particulier en construisant un accès direct. C'est le Nord Stream 2 auquel tu faisais, Nord Stream 1 d'abord, puis le 2, auquel tu faisais allusion, un accès direct entre la Russie, à travers la mer Baltique, vers l'Allemagne, donc s'affranchissant de tous les transits intermédiaires. Et Mme Merkel a été sensible à cet argument, son prédécesseur d'ailleurs y ayant Schröder largement contribué, et ce fameux terminal qui aurait été si important en Allemagne et dont on parle depuis 30 ans, moi ça fait 30 ans que j'entends parler d'un terminal méthanier à Wilhelmshaven, ne s'est jamais construit. Et aujourd'hui, face à la situation actuelle, prise de conscience dans l'urgence, et ils ont lancé non pas un mais 2 terminaux, mais il faut 3 ans pour les construire. D'accord. Une autre question, parce que là, puisque je profite que tu sois là, il y a une chose que je ne comprends pas très bien pour nous et pour les autres d'ailleurs, c'est que il y a eu, il y a quelques années, en Europe, et en particulier en France, une campagne contre le gaz de schiste par les écologistes, où en particulier, chez nous, on a interdit, si je me souviens bien, la prospection, le forage, l'exploitation, on a tout interdit. Comment peut-on concilier, c'est une question que je me pose, comment peut-on concilier l'interdiction absolue du gaz de schiste chez nous avec le fait qu'on va en importer liquéfié depuis les États-Unis? Est-ce que c'est cohérent? C'est une question très pertinente, parce que la réalité, c'est que le gaz qui est exporté des États-Unis est en partie majoritaire, mais en partie seulement, en provenance de gisements de gaz de schiste. L'autre vient des gisements traditionnels du Permien, et tout ça se mélange dans les tuyaux. Et tout ça se mélange dans l'usine de liquéfaction. Donc tu n'es pas en mesure de dire que les quantités qui sont exportées vers l'Europe sont des quantités à 100% de gaz de schiste. Non, ce n'est pas le cas. Il y a une partie de gaz qui ne provient pas des gaz de schiste. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que même si tu interdisais l'accès à certains terminaux, imaginons que la France, d'ailleurs, le ministre de l'Industrie, il y a quelques années, avait lancé l'idée que, puisqu'on interdisait le gaz de schiste en France, on allait interdire le gaz en provenance des États-Unis parce qu'il était d'origine gaz de schiste. Il ne serait pas arrivé en France, il serait arrivé en Belgique, terminal de Zeebrugge, il serait arrivé en Espagne. Et après, tout ça, ça se mélange, puisque, comme je l'ai expliqué au tout début, c'est du méthane. Tout ça, c'est la même molécule. Donc tu ne peux pas identifier, tu ne peux pas tracer en disant le gaz qui est reçu en France sur tel méthanier en provenant des États-Unis, c'est 75% de gaz de schiste et 25% de gaz traditionnel. Non, on n'est pas en mesure de le faire.
Donc ça veut dire que nous, lorsqu'on s'est interdit de développer les gaz de schiste chez nous, on s'est tiré une balle dans le pied, mais ça n'a aucune importance, ça n'empêche pas que ça puisse circuler. Non, parce que de toute façon... Je pousse peut-être un peu, je m'en D'abord, excuse. ce que tu dis est absolument vrai. Ça ne nous empêche pas d'en consommer. Très probablement, on consomme un Déjà, peu aujourd'hui. oui, déjà, bien oui. sûr, aujourd'hui. Et deuxièmement, notre capacité en termes de production serait restée marginale à l'échelle des besoins mondiaux. En revanche, ce qui est intéressant peut-être de noter, c'est que l'Ukraine, pour revenir à l'Ukraine, c'est un pays gazier important. Ça a été mentionné d'ailleurs en termes de capacité de réserve. 1100 milliards de mètres cubes pour une production aujourd'hui d'une vingtaine de milliards de mètres cubes. Donc c'est un pays qui produit du gaz à une hauteur significative, parce que 20 milliards de mètres cubes, c'est ce que produit aujourd'hui les Pays-Bas. Oui, c'est pas neutre. Et si on ramène ça à des niveaux de consommation, la France consomme 40 milliards par an. Tu vois, la France 40, l'Europe 400, et là, l'Ukraine produit... C'est pas rien, c'est 20. Mais 20 sur 1100 milliards de réserves, ça veut dire que tu as plus de 50 ans de réserves au regard de la production. Ça, c'est considérable, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont une capacité de produire davantage qui est très grande. Alors, où est-elle, cette capacité? Oui, c'est ça, parce que dans quelle zone d'Ukraine est-elle située? Bien sûr. Parce que ça, pour la suite, c'est essentiel. Alors, il y a deux zones, il est intéressant de noter. Première, c'est en mer Noire, au large de l'Ukraine et au large de la Crimée. Donc, tu vois tout de suite qu'au large de la Crimée, ça signifie que dans l'annexion par les Russes de la Crimée, de fait, il y a aussi l'annexion des zones économiques exclusives dans lesquelles potentiellement il y a des réserves de gaz importantes qui appartenaient à l'Ukraine et qui pourraient demain être produites et exploitées par la Russie. Et deuxième source potentielle importante de gaz en Ukraine est gaz de schiste. On y revient. Ou dans la partie plutôt occidentale de l'Ukraine. Donc là, ils ont un espoir de le garder. Donc là, il y a un espoir. Et il y a un espoir qui fait que, quelles que soient, je dirais, les contraintes mises sur le développement des gaz de schiste au sein de l'Union européenne, aussi longtemps en tout cas que l'Ukraine n'y adhère pas, l'Ukraine est totalement libre de prendre ses propres dispositions. Et du reste, il y avait eu des discussions très avancées avec une compagnie étrangère, Exxon pour ne pas la nommer, pour mettre en production, avant les derniers événements, ces gaz de schiste ukrainiens. Donc tu vois, l'Ukraine est un pays important en termes gaziers. C'est un pays d'autant plus important qu'à côté de cette capacité de production, ils ont une capacité de stockage. Et le stockage, on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans le phénomène de la crise, c'est un élément déterminant pour le gaz parce que c'est ce qui te permet de respirer entre l'hiver et l'été. Les gisements et ce qui coule dans les capacités de transport coulent d'une manière continue, hiver comme été. La consommation en hiver, elle est 3 à 4 fois supérieure à ce qu'elle est en été. Donc ce sont les stockages souterrains dans lesquels tu injectes en été et tu soutires en hiver qui font qu'on arrive à avoir du gaz comme on le souhaite tous les mois de l'année, en particulier dans les périodes les plus froides. Et l'Ukraine a cette caractéristique d'avoir des capacités de stockage dans un certain nombre d'ailleurs de gisements déplétés, c'est-à-dire d'anciens gisements de gaz qui ont fini de produire, ces capacités de stockage. Ils sont à peu près à une capacité de l'ordre de 100%, je dirais, de leur propre consommation, ce qui est tout à fait considérable à l'échelle de l'Ukraine. Et d'ailleurs, les Russes utilisaient une partie de ces stockages pour faire leur propre modulation au regard du gaz envoyé vers l'Europe. Donc vous voyez, l'Ukraine producteur, l'Ukraine consommateur, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important de le dire, ils ont une consommation de l'ordre de 30 milliards de mètres cubes par an. Au regard des 20 milliards produits, ça veut dire qu'il y a un déficit de 10. Ils sont encore en besoin. Ce déficit de 10, c'est la Russie qui leur fournissait. D'ailleurs, en laissant au passage, sous forme de tarifs de transport, une partie de ce gaz que l'Ukraine utilisait. Donc tu vois, pays producteur, pays consommateur, pays en capacité de stockage. Alors juste là, une incidente, parce que tu me fais réagir là-dessus sur la mer Noire. Erdogan a créé beaucoup de problèmes il y a 2 ans en mer Méditerranée, autour de Chypre, en voulant exploiter des gisements gaziers, enfin participer à l'exploitation des gisements gaziers qui avaient été trouvés sur toute la zone au large de Chypre, allant jusque devant l'Égypte. Et puis, il a brutalement abandonné. J'avais lu il y a 2 ans, maintenant je comprends pourquoi. Il avait dit, dans le fond, c'est beaucoup moins important qu'avant parce que nous avons trouvé du gaz en mer Noire. Mais c'est ce gaz. Donc, le gisement de mer Noire
les Turcs et la Crimée ou autres peuvent l'exploiter en définitive. Il y a du gaz dans cette zone géographique, ça ne fait pas de doute. La position turque, elle doit aussi se regarder par rapport à la mise en production des gisements de Méditerranée orientale. Oui. Tu as mentionné Chypre, mais Canada. Israël Oui, a Israël été le premier aussi. pays à faire des découvertes importantes en offshore méditerranéen. Et ensuite, l'Égypte a été le troisième pays. Et qui commence aussi à l'exploiter d'ailleurs. Absolument. L'Égypte qui est un vieux pays gazier, avec une tradition de consommation gazière, mais compte tenu de leurs besoins qui étaient en croissance, l'Égypte n'était plus en mesure d'exporter le gaz tel qu'ils avaient prévu de le faire. Donc il y a une composante gazière qui va devenir, à terme, d'un point de vue géopolitique, absolument stratégique. Et il y a un consortium qui s'est monté, qui s'appelle EastMed Gas Forum, dans lequel tu retrouves les trois pays mentionnés, Israël, l'Égypte, Chypre, auxquels viennent se rajouter le Liban, qui a potentiellement des réserves lui aussi, la Jordanie. Alors on peut être surpris en disant, tiens, pourquoi la Jordanie qui n'a pas de façade méditerranéenne? Parce qu'Israël a souhaité que la Jordanie en fasse partie, puisqu'ils ont un contrat de fourniture de gaz avec la Jordanie. L'autorité palestinienne, intéressant. Gaza. Absolument, parce qu'il y a tout lieu d'avoir aussi des réserves là, mais ça veut dire qu'Israël a accepté que l'autorité palestinienne soit dans le dispositif. Intéressant. Et puis de l'autre côté, tu as les pays qui seraient les pays destinataires, à commencer par la Grèce et l'Italie. Ça, c'est EastMed Gas Forum. Mais tu vois qu'il y a un pays qui manque là, dans le dispositif, c'est la Turquie. Et oui. Et or, à un moment, il faudra négocier avec les Turcs. Il faudra discuter avec les Turcs. Voilà. Parce que les Turcs, d'une part, peuvent exiger, ils ont des prétentions sur d'éventuelles découvertes chypriotes, mais en tout état de cause, ils peuvent exiger que le tuyau aille d'abord en Turquie avant d'aller vers l'Europe. Et il deviendrait à ce moment-là le hub qui leur ferait jouer un rôle géostratégique absolument déterminant. Donc, à un moment, la Turquie sera partie prenante, certainement, de ce dispositif. Donc, elle joue un peu sur tous les tableaux, la Turquie. Elle a joué assez astucieusement lorsque l'Union européenne s'est opposée à la construction du South Stream, qui était le tuyau qui devait amener par le sud, le contournement sud de l'Ukraine, comme le Nord Stream a été le contournement nord, amener le gaz vers l'Europe. Là, l'Union européenne et la Russie n'ont pas réussi, avec des torts certainement partagés. Quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a eu des positions qui se sont rigidifiées des deux côtés. Bref, l'Europe, qui n'avait pas franchement besoin d'ailleurs de quantités additionnelles, n'a pas accepté les conditions russes pour l'atterrage de ce tuyau. Or, il était lancé, le tuyau, côté russe. Parce que c'est un peu la manière de Nord Stream. Ils avaient commencé à le construire. Absolument. C'est ça. Et il ne pouvait plus venir atterrir en Bulgarie tel que c'était prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Turcs ont dit, vous le détournez chez nous. Nous, on a besoin de quantités additionnelles. La Turquie est un pays consommateur important. Et donc le tuyau qui s'appelait South Stream s'appelle aujourd'hui Turk Stream, puisque sa destination, c'est la Turquie. Et il atterre en Turquie, pas loin de la frontière. Donc tu vois que, aboutissant pas loin de la frontière avec la Grèce et donc de l'Union européenne, le moment venu, il y aura la connexion. Mais donc les Turcs dépendent aussi de la Russie, oui, clairement. Bien sûr. Non, mais c'est important parce que les gens ne le savent pas. Et les Turcs sont dépendants également de la Russie. Ils ont une production insuffisante par rapport à leur niveau de consommation. Donc ils utilisent à la fois l'approvisionnement russe, l'approvisionnement azéri, donc au travers du Nata, et puis du gaz naturel liquéfié. Eux, ils ont aussi construit leurs terminaux, ils en ont deux, pour réceptionner du GNL. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'Europe? Est-ce que comment tu vois le redéploiement de l'Europe? Alors, est-ce qu'il y a d'autres possibilités également de compensation pour ceux qui ont des difficultés ou qui vont en avoir par carence? Alors là, il faut parler des enjeux. Si tu veux. Revenons sur la capacité des États-Unis d'exporter davantage que ce qu'ils exportent aujourd'hui. On estime qu'ils ont une capacité actuellement d'exporter de 70 milliards de mètres cubes, qui pourra augmenter parce que les Américains sont capables de développer très vite. Je parlais de 4 ans pour faire une usine de liquéfaction. Aux États-Unis, ils sont capables de faire ça en 3 ans. Donc quand il y a une volonté politique derrière, on obtient les autorisations et ça va beaucoup plus vite que chez nous en Europe. Bon. Ils ont cette capacité, mais attention, quand même. D'abord, les Américains, c'est America First. Donc on satisfait d'abord les besoins américains. Et après, on regarde
au fond, le rôle géopolitique que notre gaz en termes d'exportation peut nous faire jouer. Pendant longtemps d'ailleurs, ce n'était pas l'Europe qui était regardée quand ils ont commencé à avoir cette capacité d'exportation, ça a été l'Amérique du Sud. C'était très important pour les Américains de revenir dans le jeu en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, qui ont constitué leur destination prioritaire. Les premiers méthaniers exportateurs de GNL américains l'ont été vers l'Amérique du Sud, car géopolitiquement, c'était très important pour eux. Puis ensuite, ils vont là où les marchés sont les plus intéressants financièrement. Alors il se trouve qu'actuellement, parce que les gaz ont atteint le prix du gaz en Europe, des prix qui n'avaient jamais été rencontrés précédemment, l'Europe redevient attractive à cet égard. Mais c'est récent. Jusque récemment, c'était l'Asie qui restait la destination prioritaire. Et donc là, il n'y a pas d'état d'âme, si tu veux. Les Américains, c'est business first, hein, ça c'est clair. Hein. C'est America first et business first. Donc, voilà. Mais en tout état de cause, si tu veux, l'enjeu porte sur cette capacité de 70 qui sont aujourd'hui commis. C'est-à-dire il y a des engagements sur les contrats de vente. Ce n'est pas de la disponibilité. Et il faut mettre ça au regard de ce que les Russes envoient aujourd'hui sur l'Union européenne, qui représente 140 milliards de mètres cubes. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, à court terme, il n'y a pas d'alternative, et c'est bien pour ça que la sanction sur le gaz est tellement retardée. Le pétrole, c'est jouable de trouver les échanges. Pourquoi? D'abord parce que tout se fait par bateau. On revient sur la notion de méthanier. Donc tu peux réorienter tes navires et refaire venir du Moyen-Orient ou d'Asie les produits pétroliers. Le président de Total s'est exprimé d'ailleurs très clairement là-dessus en disant sur le pétrole, je pourrais m'adapter, notamment sur le diesel, parce que la France est très consommatrice de diesel. J'avais beaucoup de diesel qui venait de Russie, mais on peut s'adapter. Sur le gaz, ce n'est pas possible à court terme. Attends, je rebondis juste là-dessus parce que les gens ne savent pas, parce qu'on parle en France de l'interdiction du diesel pour les voitures et autres, les gens ne savent pas ce que c'est que le diesel dans le cadre de l'essence, par rapport à l'essence. C'est une partie, hein, dans le raffinage, c'est un produit... Et une partie qu'on ne peut pas supprimer. Alors, difficilement, explique-nous un peu ça, parce que c'est intéressant. Hein? Quand tu raffines ton produit brut, tu as des coupes successives, de la plus noble à la moins noble. La plus noble, c'est le kérosène. C'est les produits très légers qui se vendent les plus chers. C'est le carburant aviation. Et puis ensuite, tu descends, tu as les gaz de pétrole liquéfiés, c'est-à-dire l'éthane, etc., le butane, le propane. Et puis ensuite, tu vas vers des essences légères, et puis vers des produits de plus en plus lourds jusqu'à aller au bitume. Le produit de base, à valorisation très faible, la seule solution étant de le mettre sur la route quand tu fais de bon, mais tous ces produits sortent de ta colonne de distillation. Et ils sont fatals, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce que tu en fais si tu n'es pas en mesure de l'utiliser. La coupe de diesel, si tu veux, c'est une coupe qui n'est pas parmi la mieux valorisée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est moins chère et que du coup, l'utilisation du diesel revient moins cher. Sauf en France avec les taxes. À cause des taxes. Mais après, parce que tu joues sur des taxes et après, tu fais ce que tu veux. Mais en termes du produit raffiné, sorti de raffinerie, en tout cas, c'est un produit moins bien valorisé que l'essence. Ce que tu peux faire, pas pour la totalité de la quantité, ce que tu peux faire, c'est que tu peux recraquer, c'est-à-dire faire une deuxième distillation où tu reprends ton produit, tu recraques ton produit, qui est un produit à faible valeur ajoutée, et à ce moment-là, tu ressors du produit noble, mais également du produit de qualité encore inférieure. Donc tu peux jouer là-dessus, ce qui fait que tes coupes, si tu veux, ne sont pas des coupes rigides et dépendent de ton marché. Mais le diesel, typiquement, si tu veux, dépend de la façon dont les raffineries peuvent être utilisées dans différents pays du monde. Et c'est pour ça que la France n'avait pas dans ses raffineries une capacité de diesel suffisante pour alimenter son marché et était obligée de l'importer, notamment de Russie. D'accord. Alors pour revenir sur l'approvisionnement, je dirais, ou les sources d'approvisionnement, donc tu dis il n'y a pas de problème pour le pétrole, hein, il n'y a pas de problème, et sur le gaz, alors comment on fait dans les 3 prochaines années? Parce qu'en dehors du fait que les Américains pourront monter en puissance, mais qu'il faut du temps, qu'il faut des stations, comment on fait pour... On n'a pas de problème d'approvisionnement de gaz? Ou alors, comme tu disais, on est encore obligé un certain temps de passer par la Russie en attendant de trouver d'autres solutions?
Alors, je vais te répondre en me positionnant d'abord à moyen long terme. Oui, bien sûr. Parce que c'est plus C'est facile indispensable. et je suis plus confortable sur Oui. ce réseau-là. Le gaz ne manque pas dans le monde en termes de réserves et de découvertes nouvelles chaque année. Il y a du potentiel de mise en production de gisements complémentaires, que ce soit du gaz par gazoduc. Je pense au Turkménistan, Oui. énorme réserve gazière équivalente à celle du Qatar, si tu veux. Hein. Et derrière la Russie et l'Iran, le Turkménistan arrive en troisième dans les réserves mondiales. Très peu développé. Donc un vrai potentiel qui pourrait venir sur l'Europe, Oui. sous réserve de faire la construction qui va bien, c'est-à-dire le raccordement, qui n'est pas si compliqué, du Turkménistan vers la Turquie, puisqu'après la Turquie, tu as les réseaux qui vont vers l'Europe. On a le réseau. Deuxième composante, le gaz naturel liquéfié, on y revient. Des usines importantes qui ont été un petit peu retardées pour des raisons sécuritaires, je pense au Mozambique, où 2 énormes projets étaient lancés. Là, Oui, mais qui a été arrêté avec pour des raisons les problèmes de mais sécurité. ils sont en train d'être réglés ça repart, et ils ça pourraient repart maintenant, repartir oui, très vite. ça y est. Mais il faut, ce que je disais tout à l'heure, 2 à 3 ans quand même de construction des installations avant de rendre ce gaz disponible. Donc tu as de nouvelles sources d'importation de gaz, terrestres ou maritimes, qui sont en train de prendre forme, si tu veux, sur le dispositif. Comment on couvre la période entre maintenant et ce relais que prendra? Il y a des pays qui sont en capacité de produire un peu plus. Le Qatar est probablement en mesure de produire un peu plus. Ça ne couvrira pas les 140 milliards de mètres cubes russes, soyons clairs. Mais si tu ajoutes un peu de production en plus du Qatar, un peu de production en plus d'Algérie, je suis un peu sceptique parce que l'Algérie, ils en ont besoin au niveau intérieur. Et ils ont des besoins absolument au point de vue domestique pour faire tourner leur génération électrique. Exactement. Ils ont des besoins d'électricité considérables. Donc, ils existent là, parce que dans le dispositif politique de dire c'est pas mal pour l'Algérie, je vais venir aider l'Europe. Mais en réalité, ils peuvent pas. Mais la réalité, c'est que franchement, si ça se joue, ça se jouera à la marge sur quelques milliards de mètres cubes. Donc l'issue, eh bien, c'est de réduire les consommations de gaz. Ça va être d'inciter, je dirais, un certain nombre d'industriels à rebasculer sur ceux qui peuvent, en tout cas, probablement sur une utilisation de produits pétroliers. Oui. Quand on peut, il y a des industries qui le peuvent. Si c'est pour faire de la génération électrique, on le peut. Si c'est sur une industrie très pointue du type les verriers, les céramistes, tous ces gens qui ont besoin d'une température de flamme parfaitement équilibrée, le gaz répond à ce besoin. Ils ne peuvent pas passer aux produits pétroliers. Mais ça reste une partie relativement faible du volet industriel. Donc tu peux, avec la génération électrique, alors ça ne concerne pas la France, parce que la France, elle fait d'abord très peu de génération électrique au gaz. On a essentiellement du nucléaire. Et puis nous, on est à part. Nous, on est à part. Donc, mettons de ma part. Mais au niveau de l'Union européenne, tu as cette possibilité de rebasculer, si tu veux, un certain nombre de centrales au gaz, faute de gaz disponible, vers des produits pétroliers plus traditionnels, éventuellement du charbon. Moi, je ne suis pas un partisan du charbon, mais c'est vrai qu'il y a encore des centrales au charbon, notamment en Allemagne ou en Pologne, qui sont capables de redémarrer et de venir se substituer. Oui, mais comme tu sais, on vient de dire aussi qu'on ne voulait plus importer de charbon. Donc ça sera les écologistes, même si les écologistes aujourd'hui changent beaucoup d'opinion. Tout ça, c'est un peu compliqué. Je voudrais maintenant aborder un autre problème que tu connais bien, c'est pour la Russie. Parce que la Russie, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, bon, il y a les sanctions, elles vont continuer, parce qu'il y a toutes les chances que la guerre dure longtemps. La Russie est obligée de redéployer son gaz autrement, puisqu'il y a quand même une forte réduction de la partie européenne. Et puis il y a des gisements, comme les gisements du Nord Yamal et autres, qui vont monter en puissance encore. Donc, alors, récemment, ils ont annoncé qu'ils faisaient un pipe qui allait descendre jusqu'en Chine. On a vu les Indiens qui viennent de signer un accord payé en roubles. Est-ce que, à ton avis, est-ce que les Russes peuvent basculer en définitive, parce que pour leur économie, c'est vital, pour le développement de leur économie, c'est vital, est-ce qu'ils peuvent basculer leur production gazière de l'Europe, où ça va se ralentir, pour ne pas dire s'arrêter, progressivement, vers une autre zone du monde où ils seraient capables de compenser largement ? Pas rapidement. Voilà. Ils ne sont pas en mesure de le faire rapidement, pour la raison exprimée précédemment, parce qu'il faut 3 ans pour construire un tuyau. Donc quand ils annoncent qu'ils vont
et signé un accord avec la Chine. Ils ont déjà un premier accord. Il y a déjà un premier tuyau qui existe pour des productions qui sont des productions de Sibérie orientale et qui alimentent la Chine. Bon, ils ont un premier tuyau. Ils envisagent d'en faire un deuxième. Il faut le construire. Et puis, attention, à l'image de la dimension de la Russie, les gisements traditionnels qui, aujourd'hui, par exemple, alimentent l'Europe. Je pense à ceux qui sont ensuite transportés à travers l'Ukraine. Les deux fameux tuyaux, d'ailleurs, l'un s'appelle Soyouz, qui veut dire unité, et l'autre s'appelle Brotherhood, qui veut dire fraternité. Oui, voilà. Donc, avec ce qui se passe actuellement. Oui, c'est pas exactement là. Voilà. Ils viennent de quel gisement? Ils viennent de gisements au Urengoy et Orenbourg, qui sont l'un dans la partie vraiment centrale de la Russie et l'autre dans la partie des territoires des Nénets, des territoires de Yamal, là aussi où sont produites les quantités exportées. Si tu veux réexporter vers la Chine, ça veut dire qu'il va falloir construire côté russe des milliers de kilomètres de tuyaux. Ils n'existent pas, ceux-là. Alors, ils sont peut-être capables de les construire très vite, mais enfin, ils n'existent pas. Les gisements qui, aujourd'hui, envoient vers la Chine sont des gisements qui sont en Sibérie orientale, c'est-à-dire côté Vladivostok, si tu veux, et dans la région. Premier paramètre. Deuxième paramètre. Le gaz naturel liquéfié est une composante qui est montée en régime, y compris côté production russe. Oui. Les Russes produisent actuellement sur le gisement de Yamal, principalement sur le gisement de Yamal, celui qui est à côté, oui. Quantité significative, dont une partie, 15 milliards de mètres cubes, c'est pas négligeable, est envoyée en Europe. On n'en parle pas beaucoup, ça, mais on reçoit du gaz russe, pas simplement à travers les tuyaux, mais aussi sous forme... Par des méthaniers, là. Par des méthaniers. C'est ça. Sous forme de gaz naturel liquéfié. Cette partie-là, on peut imaginer que les Russes, faute de pouvoir l'envoyer sur l'Union européenne, qui ne l'accepterait plus, redétournent ces quantités et le réexpédient, alors là, sur la Chine et sur les pays d'Asie. C'est simple à faire. Ça coûte un peu plus cher en transport, mais la route nord, aujourd'hui, sur une très grande partie de l'année, ils peuvent les utiliser parce que les méthaniers sont des brises-glaces. Oui. Ils ont été faits comme ça. Exactement, ils ont été conçus comme des brises-glaces. Et les Chinois construisent des brises-glaces spécialement pour passer par le passage du Nord-Est. Parce que marchandises. Oui, par la marchandise, parce que mine de rien, par le nord-est, on économise 15 jours par rapport au passage par le canal de Suez, et tu ne payes pas le canal de Suez. Hein. Et tu ne payes pas Suez. Donc c'est très, très intéressant. C'est la prochaine grande route maritime. Tu as raison. Tu ne peux pas encore passer toute l'année. C'est-à-dire même avec un brise-glace, il y a une période où la dimension de la glace est trop importante. Mais le réchauffement climatique est en train de, peu à peu, chaque année, hein, ça replie la période difficile. Bien sûr. Donc tu vois, il y a une possibilité pour les Russes de redirectionner une quantité. Et d'ailleurs, quand tu regardes ça sur l'équilibre global des quantités gazières, tu pourrais imaginer que la Chine reçoive davantage de GNL russe, celui qui n'est pas envoyé vers l'Union européenne, et de fait dégage sur le marché chinois des quantités de GNL qui proviennent aujourd'hui d'Australie, du Qatar ou de Malaisie ou d'Indonésie vers le marché européen. Oui. Bon, ça ne réglerait pas le problème des sanctions, parce que pour la Russie, ce serait à somme nulle, mais c'est une manière de jouer pour un rééquilibrage des quantités sur la scène énergétique mondiale. Alors, en définitive, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, en définitive, à une bascule, effectivement, à un changement, ça paraît une évidence, hein, dans les fournisseurs par rapport à l'Europe en particulier, mais dans lesquels les deux parties, que ce soit les Européens ou les Russes, ont intérêt à jouer un jeu qui est presque un jeu commun. Parce que pendant que nous, on monte en puissance, il faut que les Russes continuent à nous approvisionner. Donc, les Russes et les Européens, en définitive, je vais peut-être choquer, mais je dirais, dans cette affaire-là, c'est le même combat. D'une certaine façon, oui. Hein, pour à moyen et long terme, comme tu disais, en regardant le futur et les choix futurs sur lesquels ils s'orientent. Tu as raison. Tu as raison, parce qu'au fond, il y a sur les grands pays consommateurs de gaz, aujourd'hui, tu as un pays qui monte en puissance, incontestablement, c'est la Chine, et qui monte depuis 10 ans. C'est récent, hein, c'est quand même assez étonnant. Quand tu regardes statistiquement, la Chine, il y a 15 ans, n'existait pas sur le plan gazier. Oui. Et elle monte, là. D'abord parce qu'elle est producteur de faible intensité, et ils ont tardé à être dépendants du GNL. Mais ils ont compris que, pour eux, gaz en substitution du charbon était absolument essentiel. Donc il y a eu cette prise de position politique qui a déclenché la construction. Alors
Alors comme un chapelet de perles, hein, c'est un collier de perles, c'est-à-dire que en 10 ans, ils ont construit 12 terminaux de regasification, comme toujours en manière chinoise. Avec les Chinois, ouais. Donc ils sont très dépendants du GNL important. Et leur objectif, c'est évidemment de diversifier. Et diversifier, pour eux, c'est le Qatar, c'est l'Australie, c'est la Russie, c'est d'avoir toutes les sources possibles sur lesquelles jouer. Il y a un acteur derrière qui est en train de monter, dont on parle peu, c'est l'Inde. Oui. L'Inde aussi, grand pays charbonnier, ayant vu le virage absolument indispensable au regard des pollutions de son propre pays, la nécessité de basculer au gaz naturel liquéfié. Et il est en train de manger en régime. Alors, il y a 10 ans de décalage par rapport à la Chine. Mais si on se projette à 10 ans, et 10 ans c'est notre horizon de gazier, on réfléchit à 5, 10, 15 ans, l'Inde va devenir un acteur absolument déterminant sur cette route, avec de nouvelles sources d'importation. La Russie, probablement, le GNL, bien sûr, le Turkménistan, ils ne sont pas si loin. Et absolument, d'autant qu'il y a un projet qui existe depuis longtemps et qui n'a pas vu le jour pour des raisons géopolitiques évidentes, mais qui, moi j'en suis convaincu, finira par se faire, qui s'appelle le TAPI, qui part du Turkménistan pour aller en Inde, en passant par l'Afghanistan et le Pakistan. Lequel Pakistan est aussi un grand pays producteur de gaz. Tout à fait, tout à fait. Juste pour, on avance, on va terminer sur cette très intéressant échange. Moi, je le trouve personnellement très intéressant. Tu l'as évoqué avec l'Inde, qui va être la deuxième puissance mondiale après la Chine en 2050. L'Inde a accepté de signer avec les Russes en roubles. Est-ce que tu penses, toi qui es un expert dans ces domaines, est-ce que tu penses que ce changement des modes de paiement demandé par les Russes et qui est accepté par un certain nombre de pays, d'abandonner le dollar pour le rouble, est-ce que ça pose des problèmes au niveau des compagnies pétrolières aussi, d'une part, première question. Et la deuxième, c'est est-ce que on ne rentre pas dans un système où le dollar, qui était la monnaie de référence pour la vente des énergies depuis Bretton Woods et puis les accords ensuite qu'il y avait sur l'abandon de l'étalon or, est-ce qu'on n'est pas en train de partir dans des ventes en panel de monnaie internationaux, ce qui avec tous les problèmes que ça va poser pour le dollar? Parce que là, c'est les Américains qui seront touchés plus que tous les autres dans le monde. Parce que c'est dramatique pour eux, la perte de référence du dollar est dramatique. Donc, je ne sais pas si sur ce côté-là, tu dois avoir certainement un avis. Écoute, c'est une situation qui existait avant la crise entre l'Ukraine et la Russie. Puisqu'il y a aujourd'hui un certain nombre de contrats qui se passent en yuan. Ah d'accord, oui, avec les Chinois. Et il y a des contrats qui se passent en euros avec les pays de l'Union européenne. Oui. Chaque pays ou chaque groupement en ce qui concerne l'Europe avec l'euro souhaite aller vers des paiements dans leur monnaie plutôt que dans cette monnaie de référence dont ils n'ont pas la maîtrise. Donc c'est un phénomène qui est déjà constaté depuis une petite dizaine d'années, qui est commencé à monter en régime, qui s'accentue évidemment aujourd'hui avec le problème du rouble. Le problème du rouble, évidemment, pose aussi longtemps que la Russie sera ostracisée. Un autre problème, c'est celui de la convertibilité. Oui. Mais en termes de yuan et en termes en tout cas d'euros, le problème ne se posait pas. Donc ceux qui ont été réticents à ça, c'est évidemment les Américains, mais ils n'étaient plus maîtres complètement de cette situation, et comme ils redeviennent exportateurs, tant qu'ils étaient importateurs, ils pouvaient exiger. Redevenant exportateurs, ils ne peuvent pas exiger que les quantités qu'ils exportent et qu'ils vendent à d'autres pays, pour pouvoir les placer sur le marché, le soient en dollars. Et donc eux sont coincés aussi. D'une certaine façon. C'est très intéressant, parce que tout ça, ça ouvre des perspectives, et je crois que pour conclure cette émission, on voit bien à la fois que le problème des énergies, le ramener à ce qu'on lit dans les journaux plus prosaïquement sur ce qui va se passer en Europe dans les semaines et les mois qui viennent, c'est complètement oublié le véritable environnement du problème énergétique avec son évolution dans le monde de demain. Et dans ce cadre-là, je crois qu'effectivement, on voit que le gaz a un rôle qu'il va falloir surveiller très attentivement parce qu'il y a toute une série d'alliances qui se font derrière et dans lesquelles l'Europe va se retrouver avec une autre politique que celle qu'elle avait menée depuis, on peut dire, 50 ans, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc on a encore du chemin, il y aura certainement des choses à dire et à revoir dans d'autres émissions sur cette évolution énergétique du monde de demain. Écoutez, merci. Encore un sujet passionnant, complexe, international.
Et on retrouve toutes nos émissions sur openboxtv.fr. Merci. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.